Alors bonjour à tous. Je suis Abigail Cognot, moi je suis toxicologue industrielle dans un service de prévention et de santé au travail. Donc je fais de la prévention du risque chimique principalement en milieu industriel, mais également sur tout milieu. Et ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans presque qu'on a commencé à travailler avec la cellule archéologique des Ardennes, donc justement sur cette problématique d'exposition au risque chimique par les archéologues. Alors, je vais avoir la lourde tâche, je pense, d'essayer de ramener un petit peu de méthodologie dans cette évaluation du risque chimique pour vous permettre, en tout cas je l'espère, parfois de réévaluer certaines situations qui, sur le coup, ont pu paraître assez dangereuses et, à l'inverse, pouvoir mettre en évidence des situations qui vont vous paraître peut-être beaucoup plus banales, mais pour nous, en toxicologie, peuvent révéler des risques un peu plus importants. Alors, quand on m'a contacté pour cette présentation, on m'a rapidement donné un titre. J'ai répondu tout aussi rapidement. On va écrire Archéologie et intervention en milieu pollué, la complexité de l'évaluation des risques chimiques. Et puis, en préparant cette présentation, j'ai eu envie en fait, d'ouvrir un petit peu le sujet. Alors, on va parler cité-sol pollué, oui, bien sûr. Mais j'ai même envie de vous dire que même sur une intervention de terrain, quelle qu'elle soit, il y a du risque chimique. Et il est important à être évalué. Je ferai une petite aussi parenthèse, je vous l'ai dit, toute la réflexion, tout ça, c'est basé sur du travail avec la cellule archéologique des Ardennes, donc les Ardennes qui est un territoire propre, aussi bien au niveau urbain, au niveau industriel, au niveau agricole. Donc il y a des choses qui vont être comparables à d'autres territoires français, d'autres un petit peu moins. Tout est toujours sujet d'adaptation. Avant de parler évaluation de risque chimique, je pense qu'il est important de redéfinir certains termes. Alors ça va peut-être vous paraître un peu simpliste, mais c'est toujours important que tout le monde ait les mêmes bases. Avant de parler d'évaluation des risques, il faut définir ce qu'est un agent chimique. Et vous allez voir, je vais bien employer le terme agent chimique. Classiquement, on a 5 grandes familles d'agents chimiques. On va avoir les produits commercialisés, ceux qu'on achète dans le commerce sous forme d'aérosols, de fûts, de bidons, etc. On va avoir tout ce qui est matériaux de construction. Le ciment, c'est un agent chimique. Le ciment à lui-même peut représenter un risque. Vous allez avoir les matières naturelles, le bois, certaines roches, certaines pierres, certains minéraux qui ont aussi une toxicité propre. Et là, on va rencontrer beaucoup plus facilement. Il va falloir penser aussi à tout ce qui est émissions de gaz, de fumée et de vapeur qui vont être générées par les outils ou par les engins que vous allez pouvoir utiliser. Et enfin, on a tout ce qui est déchets. Bon, je pense que la présentation d'avant m'a fait une bonne introduction. Oui, on va retrouver des déchets chimiques sous toutes leurs formes. Et c'est ça aussi qui est important à prendre en compte dans cette évaluation de risque. C'est que du risque chimique, vous l'avez sous forme de poussière, sous forme de liquide, de gaz, de poussière, de vapeur. Et tout ça, il faut également le prendre en compte. Alors justement, comment le corps va être exposé à ces différents agents chimiques sous toutes leurs formes? On a 3 voies d'absorption. La première, souvent, vous la connaissez bien, c'est la voie respiratoire. Tout le monde respire, on va inhaler des poussières, des vapeurs, etc., qui vont rentrer par le nez ou par la bouche et qui vont atteindre les poumons. Celle-là, généralement, ça va. On a ensuite la voie cutanée. À partir du moment où vous allez toucher directement un produit chimique liquide ou alors un objet, en l'occurrence, pour le cas d'aujourd'hui, une terre qui est souillée par un agent chimique, c'est une voie de contact. Et plus la peau va être abîmée, plus elle va être soumise à des caractéristiques particulières, comme par exemple le froid, plus ces agents chimiques vont être capables de passer à travers la peau. Et enfin, la troisième voie, c'est la voie digestive. Alors, on va mettre de côté la personne qui décide un matin d'avaler 2 litres d'acétone, ça c'est un petit peu à part. Quand on parle de voie digestive en toxicologie industrielle, on parle de toute la contamination qui va avoir lieu quand on va porter à la bouche nos mains, qui peuvent être souillées, les gens qui se rongent les ongles, des objets. Vous avez votre stylo, vous êtes en train de travailler sur site, et puis le stylo, on va le coincer entre les lèvres pour attraper autre chose. Ça va être le sandwich qui va être posé là un petit peu et qui va peut-être potentiellement se contaminer aussi, puis qu'après, on va porter à la bouche. Et je vous rappelle que la voie digestive, c'est avant tout une voie nutritive. Autant les poumons et la peau, il y a des systèmes d'élimination, on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais autant la voie digestive, à partir du moment où ça a passé la trachée, ça a passé l'estomac et que ça a atteint les intestins, alors là, c'est porte ouverte, tout rentre. Et ça rentre où? Ça passe dans le sang et dans la lymphe, 2 liquides qui parcourent tout notre organisme, et à partir de là, c'est autoroute, et on va pouvoir atteindre tous les autres organes. Et petite parenthèse, mais néanmoins importante, ça va également pouvoir atteindre le fœtus en cas d'exposition d'une femme enceinte. Donc, qu'est-ce qui se passe après, une fois que nos agents chimiques ont atteint leur cible? Alors, on a une multitude d'effets possibles
qui vont être des plus bénins aux plus dangereux. Classiquement, en tox, on va diviser ces effets en trois grandes catégories. On a ce qu'on appelle les effets aigus. C'est les effets qui vont survenir très très rapidement, quelques minutes à quelques heures après une exposition. C'est le cas de l'accident dont on vient de brièvement parler. Ça peut être des irritations, des brûlures, des maux de tête, mais qui vont pouvoir disparaître assez rapidement et qui ne vont pas forcément laisser de séquelles sur le long terme. Ils peuvent parfois, mais généralement, ce n'est pas le cas. C'est quand même des effets aigus qui parfois peuvent conduire jusqu'au décès. Ça, on le voit beaucoup en milieu industriel. On a ensuite les effets subaigus. C'est ceux qui vont apparaître quelques heures à plusieurs jours après l'exposition. Typiquement, ce sont les allergies et c'est les premières atteintes de certains organes. Donc des dérèglements au niveau du foie, des reins par exemple, qui va être très difficile de constater cliniquement. Par contre, on va pouvoir lui suivre grâce à un suivi médical approprié. Et enfin, on a les effets chroniques. C'est ceux qui vont se développer plusieurs jours à plusieurs années, voire dizaines d'années après une exposition, d'autant plus si cette exposition elle est répétée. Donc là, on a forcément des atteintes à la santé qui sont beaucoup moins marrantes. On va parler de cancer, on va parler du trouble du développement, de la fertilité, de perturbations endocriniennes, c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans les journaux, et qui peuvent aussi malheureusement conduire jusqu'au décès. Donc normalement, stricto sensus, quand on fait de l'évaluation du risque chimique, c'est tous ces effets-là qu'on est censé évaluer. Alors je vous dis bien censé parce que forcément c'est un peu compliqué. Donc notre évaluation du risque chimique, elle répond assez classiquement à une simple équation, sur le papier en tout cas. On va croiser notre danger, donc c'est-à-dire la toxicité intrinsèque de nos agents chimiques qu'on va rencontrer, avec l'exposition, en prenant en compte les 3 voies d'absorption qu'on a décrites un peu plus tôt, et ce qui va nous permettre, en tout cas on l'espère, d'évaluer les effets sur la santé immédiats, mais aussi à long terme. Alors je vous propose d'abord qu'on s'arrête sur la première partie de cette équation, qui est l'identification des dangers. Quand j'ai commencé à travailler avec Caroline, ça a été la première question: à quoi finalement sont exposés les archéologues lors d'interventions sur le terrain? Bon, très vite, on s'est vite aperçu que vous étiez un peu les oubliés de la recherche. On n'a aucune étude épidémiologique dans votre secteur. On n'a aucune publication scientifique. Donc là-dessus, on ne pouvait pas les retrouver des données là-dessus. Donc quand c'est comme ça, on reprend la base, on va faire des observations de terrain, on va se baser sur les retours d'expérience, et puis on va s'apercevoir, on en a déjà parlé un petit peu, mais qu'il y a des ressources documentaires qui, à la base, ne sont pas faites pour évaluer les risques sanitaires, mais qui peuvent être quand même utilisées pour nous aider justement à identifier les polluants qui peuvent être présents lors de diagnostics ou de fouilles. Alors moi, quand je me suis rendue sur mon premier chantier, il faisait chaud, c'était au mois de juillet. Et donc du coup, ce qui m'a le plus marqué, avant qu'on parle de sites et sols pollués, c'est la présence de poussière. On ne voit pas trop sur la photo, mais ça volait énormément. Forcément, ces poussières qui sont impactées par les conditions météorologiques, je ne vous apprends rien. Et moi, quand on me parle de poussière de sol, je pense à OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces poussières ? Et surtout, est-ce qu'on va retrouver ce que l'on appelle de la silice cristalline? Alors, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais la silice cristalline, c'est un minéral qu'on va principalement retrouver dans les sols sableux, les sols de granit et de grès, et qui a quand même une toxicité pulmonaire assez particulière. Donc, en milieu industriel, c'est quelque chose qu'on suit énormément, et j'ai été assez étonnée qu'au final, dans votre milieu, on n'en ait jamais trop parlé. L'autre point qui est tout de suite aussi, qui est tout de suite remonté à la surface, oui, on l'a déjà dit, vous intervenez dans des milieux très divers, je ne vous apprends rien. Donc les milieux industriels va se poser la question de la présence de polluants divers. Les milieux urbains, très rapidement, la présence d'amiante, à partir du moment où vous allez intervenir près ou sous des bâtiments. Et puis l'intervention en milieu agricole, qui dit milieu agricole dit pesticides. Donc là aussi, comment aller identifier les pesticides qui sont présents? Vous travaillez aussi généralement en présence d'engins de chantier. Des engins de chantier de gros tonnage, généralement moteurs thermiques. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de moteurs électriques dans le domaine. Et donc, du coup, on a des gaz d'échappement. Gaz d'échappement qui ont aussi, à nouveau, une toxicité très particulière pour tout ce qui est pulmonaire. Et puis, il reste le cas des découvertes fortuites, des accidents, quand on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu, donc des déchets enterrés, ou alors quand on apprend que la veille ou le matin même, il y a eu un épandage de pesticides sur la parcelle agricole voisine. On est quand même en droit de se demander, moi qui interviens à 10 mètres de la parcelle,
est-ce que je ne vais pas être exposé aux pesticides qui sont tombés ce matin? Donc voilà, des observations qui permettent quand même d'élaborer des premières hypothèses, mais qui soulèvent aussi énormément de questions. Et puis, il y a les ressources documentaires. Alors, il y a des portails Internet, donc GeoRisque et GeoPortail, que vous connaissez peut-être, ou sans doute, je dirais même, qui vont nous permettre de recenser les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution, ou en tout cas de faire l'historique aussi des sols, pour voir si, par exemple, c'était des parcelles agricoles. Donc là, à nouveau, c'est intéressant de se rapprocher de nous, toxicologues au service de santé au travail, parce qu'on va pouvoir vous dire s'il y a eu une industrie qui fabriquait, je ne sais pas moi, de la peinture, ok, il y a forte chance que du coup, vous soyez pollué à ça. Ça, c'est notre métier, ça, on sait faire. Et puis, autre type de document, il y a les diagnostics. Donc, diagnostic de pollution des sols, on vient d'en parler, donc c'est très bien, ça me fait gagner un peu de temps. Et puis, le dossier technique amiante, si cette fois-ci, c'est un repérage des matériaux amiantés dans une structure. Alors, ce qui est important de garder en tête dans ces deux types de documents, c'est que ça reste des diagnostics. C'est un repérage sur des zones géographiques très limitées. On ne fait pas tout. Et même dans le cas des diagnostics de pollution des sols, on ne mesure pas tout. On n'a aucune technique analytique à l'heure actuelle. Il n'y a aucun laboratoire, enfin si, mais vous allez le payer très cher, qui va vous dire, oui, moi je suis capable de vous sortir tous les polluants qui sont présents sur les sites. On va rechercher que certaines choses, principalement des métaux lourds et des grosses familles d'hydrocarbures. Et justement, quand on regarde un petit peu les données de la base GeoRisque, alors elle date de juin 2023, donc c'est sur tous les sites en France, on constate quand même qu'on a près de 22% des sites qui sont contaminés aux métaux et métalloïdes. Et pas des métaux, pas des petits métaux. On parle de chrome, de plomb, d'arsenic, de nickel, de cadmium, de mercure. Alors même si vous n'êtes pas chimiste, vous en avez tous entendu parler de ces métaux-là, ils sont tous présents dans les bons polars où il y a des empoisonnements. C'est ceux-là qu'on retrouve. Donc voilà, c'est bien, il y a bien une raison, c'est vraiment les plus toxiques. Et après les métaux, on tombe dans la grande famille des hydrocarbures. Donc on a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, on va pas rentrer, malheureusement on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui sont parmi les plus toxiques. On a les solvants chlorés et puis on a tout autre type d'hydrocarbures. Donc ça nous donne quand même un reflet, en effet, le risque de tomber sur un site pollué en France, on est quand même sur un risque plus. Alors, ok, on sait qu'il y a des agents chimiques, mais quelle est leur toxicité? Alors, j'aurais bien aimé vous détailler la toxicité de chaque truc, ça c'est mon bébé, j'adore, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense que je vous aurais un peu endormi et on irait passer au moins 2 jours. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que parmi tout ça, oui, il y a des choses qui sont très dangereuses, mais on va relativiser aussi un petit peu, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Alors après, il faut trouver le curseur, mais on a une toxicité qui va être très variable en fonction de toute la liste que je viens de vous donner avant, et qui va aussi dépendre de la durée et de la quantité qui sont présents au niveau des sols. On a quand même 3 points de vigilance. Voilà. Le premier, c'est qu'on a quand même une grande partie des polluants qu'on a cités juste avant qui ont pour cible le système respiratoire. Et nous, en tox, à partir du moment où on se dit « oula, on n'a pas 1, 2, mais potentiellement une dizaine de polluants qui ont pour cible le même organe », c'est qu'on a quand même un risque au niveau de cet organe-là. Donc nous, ici, la cible respiratoire, elle nous paraît malheureusement assez privilégiée. Autre point, parmi la liste également avant, vous avez des métaux cancérigènes, j'ai prononcé le gros mot, vous avez des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes, des hydrocarbures chlorés, la silice cristalline, les pesticides, les gaz d'échappement, tout ça c'est cancérigène. Donc, malheureusement, ce risque de cancer à très long terme, il est impossible de l'exclure. Et enfin, autant on sait très bien dire telle quantité de mercure, ça va avoir tel effet dans 5 ans, dans 10 ans, etc., autant on a beaucoup plus de mal de dire, oui, mais alors si je suis exposé au mercure, puis en même temps aux pesticides, puis en même temps à l'acide cristalline, tout ça, je le répète, en même temps, comment le corps réagit? Est-ce que ça va aggraver? Des fois, ça protège, c'est rarement le cas, mais voilà. Ça, on ne sait pas le dire, et c'est aussi une question. Alors ça, par contre, pour le coup, ce n'est pas spécifique à votre secteur, c'est valable dans tous les secteurs de la santé. Donc, quand on regarde notre premier point, danger, on a déjà pas mal de points bloquants pour avancer sur notre équation au niveau d'évaluation des risques chimiques. On a bien du mal à identifier nos polluants. Et il reste en plus le cas de ces découvertes fortuites où on sait encore moins ce qu'on a trouvé.
Si on regarde un petit peu du côté exposition, voir si on a un peu plus de change. Alors, par quelle porte d'entrée les polluants vont-ils pénétrer dans l'organisme? On les a vus, les 3 portes d'entrée d'avant, et au final, vous êtes concerné par ces 3 portes d'entrée. Vous respirez tous quand vous êtes sur chantier. Vous avez ces poussières qui vont du coup être chargées de leur composition en minéraux, mais qui vont aussi potentiellement être chargées en solvants, si vous avez une pollution de solvant, ou en métaux lourds. Vous avez cette voie cutanée. Vous travaillez quand même très intimement avec la terre, on ne va pas dire le contraire. Alors oui, il y a du port de gants quand même qui est présent, mais les manches courtes, les genoux qui vont peut-être s'imbiber à force d'être vraiment en contact du sol, c'est vraiment une voie cutanée qu'on ne va pas pouvoir négliger, plus, je vous le répète, si la peau est lésée en amont. Et puis il y a la voie digestive. Donc cette voie digestive, je vous l'ai dit, c'est le fait de porter à la bouche des aliments qui vont être souillés ou des gestes réflexes. Et alors ça, il est très compliqué de lutter contre elle. Et on a remarqué quand même que, alors j'ai marqué manque d'hygiène, c'est un peu fort, mais disons que c'est très difficile d'avoir des conditions d'hygiène irréprochables sur chantier. Ça, c'est valable pour vous, mais on connaît aussi ça très bien dans le monde du BTP. Donc du coup, à quelle quantité de polluants l'organisme est-il exposé? Alors on s'est dit, c'est super, le seul endroit où on a des données chiffrées, on vient de le dire, c'est dans les diagnostics de sol. Super, on va les utiliser. Parfait. Le problème, c'est qu'on a des concentrations qui sont exprimées en milligrammes par kilo de matière sèche ou de lixivia. Bref. OK, j'ai 0,03 mg de plomb par kilo. Quelle est la quantité qui va se déposer dans les poussières que je vais inhaler? Quelle est la quantité que je vais avoir sur ma peau qui va être capable de traverser la peau? Quelle est la quantité que je vais absorber une fois que je vais aller ronger mon ongle sous lequel il y a de la terre? Ça, personne ne sait le dire à l'heure actuelle. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, on a des diagnostics qui vont nous permettre de dire oui, attention, là, le sol est plus pollué. Maintenant, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire qu'on va pouvoir utiliser ces diagnostics-là pour dire oui, attention, il y a un réel risque pour la santé des archéologues qui travaillent. Alors, on pourrait trouver ces chiffres parce qu'on a des solutions de mesurage. On peut faire du mesurage atmosphérique. On équipe la personne d'une pompe qui va aspirer l'air pendant 8 heures de travail. On envoie le petit filtre au laboratoire, puis on lui demande de doser les poussières, les métaux lourds, les HAP. Ça, les labos, ils savent le faire. On a aussi la biométrologie. Donc ça dépend d'un médecin, ça relève d'une prescription médicale, mais on va aller doser dans l'organisme, souvent dans le sang ou dans l'urine, la trace du passage de ces polluants dans le corps. Alors ça pourrait être super. Le souci, c'est que c'est coûteux, c'est extrêmement chronophage, et que vu la variabilité de terrain que vous pouvez avoir, il faudrait une méthodologie extrêmement robuste pour avoir une bonne interprétation des résultats et une bonne représentativité des résultats. Donc ça, c'est pareil, mais on va en parler à la fin. On voit peut-être la lumière au bout du tunnel sur ce volet-là. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude robuste qui a réussi à être menée dans ce sens-là. Donc au final, on continue avec nos points bloquants. Même en termes d'exposition, on a bien du mal à savoir la quantité qui est réellement absorbée par les organismes. Et puis, on a même du mal parfois, tout simplement, à qualifier la durée de l'exposition. Vous êtes sur des fois des chantiers de 3 jours, des fois des chantiers de 6 mois. Ça va dépendre. Donc à partir de là, on va avoir aussi des conditions d'exposition qui vont changer. Du coup, comment évaluer notre risque? Malheureusement, je n'ai pas spécialement de réponse à vous donner. Mais il y a quelques risques qui sont prédictibles. Non, mais ça aurait été magique si je vous aurais dit il faut faire comme ça, paf, paf. Je ne vais pas m'y risquer. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est de revenir à la base et de aussi revenir sur ce risque poussière, qui pour le coup est omniprésent chez vous. Donc on a des forts risques d'atteinte respiratoire aiguë, des rhinites, des bronchites aiguës qui pourraient se développer. Et même sur plus long terme, avoir le développement d'effets pulmonaires chroniques, toujours du fait de cette exposition répétée aux poussières. Et alors pour le reste, je vous le dis, je le répète, on va avoir beaucoup de mal à se prononcer, mais on va rester vigilant. On va rester vigilant notamment quand on a des expositions prolongées ou répétées sur des terrains que l'on connaît particulièrement pollués. Oui, nous, dans les Ardennes, honnêtement, les milieux industriels pollués, on sait facilement les repérer. Bon, il y en a, mais on a quand même beaucoup plus de diagnostics de sol qui reviennent plutôt normaux que ce qu'il peut y avoir autour de la ceinture de Lyon, d'après ce que j'ai compris. Je suis contente de ne pas travailler là-bas, dis donc. Ça ne doit pas être facile à gérer.
Donc forcément, en fonction de vos terrains, et là vous les connaissez, vous savez, donc si vous êtes sur ces départements avec un passé industriel lourd, oui, là il est nécessaire de mettre en place un suivi médical approprié qui ne va pas permettre de résoudre le problème, mais en tout cas qui va permettre de diagnostiquer au plus tôt des atteintes à la santé qui vont pouvoir être prises en charge en amont. Et je rappellerai juste une chose, on a parlé du code de l'environnement, mais il y a quand même aussi le code du travail qui se mêle à tout ça. Le Code du travail interdit de conclure à un risque faible en présence d'un agent chimique qui va être cancérigène. Donc vous n'avez pas le droit, si vous réalisez votre évaluation de risque, de conclure risque faible s'il y a du plomb ou s'il y a des HAP. Là, ça, la réglementation vous l'interdit. Donc que faire? J'aurais pu m'arrêter là, mais j'aime pas quand même laisser des questions comme ça. Eh bien, on va penser prévention, on va toujours revenir à la même chose. On va préparer son chantier en amont, en consultant les bases de données dont on a parlé tout à l'heure et d'autres, en faisant des demandes de diagnostic quand vous ne les avez pas directement, en échangeant avec les aménageurs et les maîtres d'ouvrage qui peuvent avoir des informations, en échangeant avec nous, service de santé, ou votre médecin de prévention quand vous en avez un, pour pouvoir justement adapter les équipements de protection individuelle. Vous aurez une présentation là-dessus demain. On va faire attention à l'hygiène. Alors la base vie, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas pour les gros chantiers, les longs chantiers, j'ai envie de dire, elle devrait être indispensable. Après, ça peut déjà être juste un point d'eau potable, des jerrycans, des cubis, voilà, ce genre de choses qui vont permettre de vraiment veiller à son hygiène corporelle, au moins pour manger. Et puis on va sensibiliser. On va sensibiliser les intervenants à ces risques-là, alors pas pour faire peur, mais pour faire prendre conscience du risque. Et puis quand on connaît un risque, on peut déjà un petit peu plus s'y préparer. Et on va surtout insister sur les femmes, notamment en âge d'enfanter, et les femmes enceintes, où en effet, on va essayer, en tout cas les femmes enceintes, de les exclure. On pensera aussi aux femmes allaitantes, petite parenthèse, mais on a beaucoup de métaux lourds qui passent dans le lait maternel. Donc même une fois que le joyeux événement est arrivé, si la personne décide d'allaiter, il peut encore y avoir des conditions spécifiques à mettre en œuvre. Donc en conclusion, cette évaluation des risques chimiques, elle va s'imposer comme dans toute autre activité professionnelle. Elle va s'imposer comme pour tout autre risque. Même si c'est plus difficile, vous devez de l'évaluer au même titre que les risques auxquels vous avez peut-être un peu plus l'habitude, les glissements de terrain, chutes, ce genre de choses. Et puis il faut accepter qu'on ne connaît pas tout et qu'il va falloir du temps pour mener des études robustes et dont on pourra utiliser les conclusions. Alors j'aurais pu aborder plein d'autres choses, mais on m'a limité à 20 minutes. Puis on vient de se lever, alors je pense qu'on arrive au bout. Mais je vous invite à reconsulter la présentation qu'on avait faite lors du webinaire de l'ANACT l'année dernière, où vous trouverez plus de renseignements si ça vous intéresse sur comment quand même identifier, quelle est la toxicité des différents agents polluants dont on a parlé tout à l'heure, sur comment essayer quand même d'utiliser ces données de diagnostic de sol. Voilà, vous trouverez un peu plus d'infos. Et je vous invite aussi à consulter la présentation de M. Koumoul qui avait traité des pesticides et de la santé. Et puis, je vous disais, il y a un petit peu de lumière au fond du tunnel. L'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, mène à l'heure actuelle une étude justement sur la caractérisation de la polyexposition chimique des travailleurs intervenant sur sites et sols pollués. Et suite aux travaux qu'on a menés avec Caroline, ils ont décidé de réserver toute une partie de leur étude aux interventions des archéologues en chantier. Donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur des chantiers, pas tests, des chantiers, des vrais chantiers, avec des cellules archéo de toute la France, où ils ont fait des prélèvements atmosphériques. Il y a même certains services qui ont eu le droit à de la biométrologie. Donc on espère, en tout cas il va y avoir de la donnée. Donc l'étude paraîtra fin 2026. Il va falloir encore attendre un petit peu, mais on espère qu'à l'apparition de cette étude-là, on aura enfin des données chiffrées sur la partie exposition qui nous permettront d'affiner cette évaluation de risque. Alors j'ai eu Madame Gérardin au téléphone il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Vous pouvez la contacter si jamais vous voulez échanger avec elle sur le sujet. Elle sera ravie d'en parler avec vous. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de l'INRS quand vous avez des questions très techniques sur le choix d'un EPI, sur des techniques peut-être... on parlait tout à l'heure de mouillage de poussière, etc., pour éviter les expositions. Ils sont là aussi pour répondre à ce type de questions. Voilà, je vous remercie de votre attention.